Il avait acheté un vieux cheval pour 100 € et découvert un miracle que le monde avait tenté d'enterrer à jamais. Lorsque Jean Dubois avait sauvé ce vieil animal oublié d'un enclos glacial du marché aux bestiaux local, il pensait simplement offrir une dernière demeure paisible à une âme épuisée. Mais cette nuit-là, alors que la tempête balayait les contreforts du Massif central, le cœur du cheval révéla un secret si invraisemblable qu'il avait failli être effacé de l'histoire. Et ceux qui l'avaient caché venaient déjà le chercher. Le vent descendait des montagnes comme un long soupir las, poussant des flocons secs et de la poussière à travers le terrain gravillonné du marché aux bestiaux près de Honfleur. Ce n'était pas une véritable salle des ventes, pas le genre d'endroit où de fiers éleveurs vendaient des veaux par camion entier. C'était le terminus, le lieu où les animaux fatigués échouaient quand plus personne ne savait quoi faire d'eux. De vieilles vaches laitières, des chevaux de trait boiteux, quelques ânes dont la crinière était emmêlée de chardon. Et aujourd'hui, au cœur de mars, il faisait un froid qu'aucun calendrier ne pouvait justifier. Jean Dubois se tenait là, les mains profondément enfouies dans les poches de sa vieille veste en toile, le col relevé contre le vent cinglant de Normandie. Son souffle s'élevait en nuages doux qui s'évanouissaient aussitôt. Le bord de son chapeau noir jetait une ombre sur ses yeux, mais sous cette pénombre, il observait tout. C'était une habitude qui lui restait de ses années comme pompier, de ces moments où il entrait dans des maisons où tout pouvait basculer en une fraction de seconde. On apprenait à voir les détails. On apprenait à lire l'atmosphère d'une pièce. Et aujourd'hui, la pièce était un rectangle délabré d'enclos métalliques, de portails rouillés et de chevaux las qui transféraient leur poids d'un pied sur l'autre sur le sol gelé. La voix du gérant du marché, Stéphane Laurent, crachotait à travers un haut-parleur grésillant, égrenant des numéros de lot et des âges, employant des mots comme « solide »,« apte au service »,« doux avec les enfants », sur le même ton que celui qu'on utiliserait pour vendre des camionnettes d'occasion. Des hommes en jean taché levaient des mains gantées, faisaient des offres rapides, puis se détournaient dès que l'affaire était conclue. Certains étaient des acheteurs honnêtes, cherchant un cheval de ferme bon marché. D'autres appartenaient à cette catégorie dont personne ne parlait. Les maquinons qui envoyaient les bêtes par semi-remorques entiers vers des abattoirs lointains. Le mot « boucherie chevaline » ne quittait jamais les lèvres de quiconque, mais il flottait malgré tout dans l'air glacial. Jean ne cherchait rien de spécial. C'est du moins ce qu'il s'était dit en venant. La vérité, comme toujours, était plus compliquée. La vérité, c'est que le domaine de la Soley, en Touraine, lui paraissait trop silencieux ces derniers temps. Ses pâturages trop vides, ses soirées trop longues. Des papiers concernant l'assurance vie et les impôts fonciers attendaient, non lus, sur la table de sa cuisine, sous la marque laissée par un bol de café fumant. Sa femme avait autrefois insisté pour que leur police d'assurance soit toujours à jour, que leur épargne retraite soit en ordre, que leur mutuelle ne soit jamais résiliée. Depuis sa mort, toutes ces choses censées semblaient appartenir à un autre monde, à une autre vie. Il se disait qu'il était juste venu voir ce qui se vendait à bas prix, peut-être récupérer un égaré qui avait besoin d'un endroit pour vieillir. Cela paraissait assez pratique. Ce ne l'était pas. Il arpenta lentement les enclos, le cuir de ses bottes craquant sur une croûte de vieille neige. Une jument baille aux yeux las aplatit les oreilles lorsqu'il s'approcha de trop près. Un hongre alezan leva la tête, un éclair d'espoir dans le regard, puis retomba dans sa torpeur quand Jean poursuivit son chemin. Il s'arrêta pour poser une main gantée sur l'encolure d'un cheval Isabelle, sentant l'ossature sous la peau fine. Quelqu'un avait pris soin d'eux autrefois, avait brossé ses robes, avait donné des noms à ses animaux. Puis, quelque part en cours de route, la vie était devenue trop difficile, les hypothèques impayées, les sécheresses trop longues, le foin trop cher. Quand l'argent se fait rare, les rêves partent en premier. Il s'apprêtait à partir quand il aperçut l'enclos du fond. Il était à moitié caché derrière une pile de panneaux tordus et un vieil abreuvoir, comme une pensée tardive. Personne ne se tenait à proximité, aucune fiche n'était accrochée au portail. Le cheval à l'intérieur se confondait d'abord avec les ombres, une simple forme contre les planches déformées. Ce n'est que lorsque le vent tourna et qu'un rayon de faible soleil se glissa à l'intérieur que Jean le vit distinctement. Un gris. Non, même pas gris, plutôt cendré, un mélange délavé de blanc et de charbon de bois, comme si la couleur avait été effacée par des années de temps, de main et de pluie. Le cheval se tenait la tête basse, les jambes campées comme s'il affrontait une tempête que lui seul pouvait sentir. Ses côtes ne saillaient pas de manière aiguë, mais il y avait une sorte de vide ancien dans la façon dont sa peau reposait sur sa carcasse, une fatigue qui allait bien au-delà de l'âge. Jean s'approcha, ses doigts se refermant sur le métal froid du portail. Le cheval ne sursauta pas, ne renifla pas,
ne recula pas. Il leva simplement la tête d'une fraction de centimètre, juste assez pour qu'un œil sombre puisse trouver l'homme de l'autre côté des barreaux. Le regard dans cet œil arrêta Jean plus brutalement que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Ce n'était pas un regard sauvage. Ni en colère. C'était un regard fini. Pas la paix douce d'un animal somnolent sous le soleil de fin d'été, mais le calme de quelque chose qui avait été déçu si souvent qu'il avait renoncé à attendre quoi que ce soit de bon. Il y avait une autre couche en dessous, aussi. Si l'on regardait assez longtemps, une question, aussi faible qu'un battement de cœur mourant. Es-tu comme les autres? Et, vous ne voulez pas de celui-là. La voix venait de derrière lui. Jean se retourna pour voir Stéphane Laurent, le gérant, les épaules rentrées, les joues rougies par le vent. L'homme pointa un doigt vers l'enclos. Il n'est même pas sur la liste principale. Le propriétaire l'a déposé ici et a juste payé les frais pour s'en débarrasser. Vieux. A probablement un problème cardiaque ou quelque chose du genre. Vous n'avez pas besoin de ces ennuis, mon ami. Un problème cardiaque, répéta Jean, les yeux retournant vers le cheval gris. Vous êtes vétérinaire maintenant, Stéphane? Laurent ricana. Pas besoin de l'être. Regardez-le. Une vingtaine d'années, facile. Il ne rapportera même pas assez à l'abattoir pour payer le gazole. On va probablement le mettre avec ce qui partira à la fin. Vous cherchez quelque chose à monter? Je peux vous montrer quelques hongres solides. Bon pour le travail à la ferme. Ça ne vous ruinera pas. Jean ne répondit pas tout de suite. Le vent reprit, faisant cliqueter les panneaux, transportant l'odeur de vieux foin, de fumier et quelque chose de métallique en dessous. Le cheval gris remua une oreille, plus par habitude que par curiosité. Depuis combien de temps est-il ici? Demanda Jean. Quelques jours. 2, peut-être 3. Pourquoi? Laurent plissa les yeux. Vous ne voulez pas de celui-là, Dubois. C'est une mauvaise affaire. Vous savez ce que coûte le foin cet hiver? Vous voulez le gaspiller pour quelque chose qui va juste se coucher et mourir chez vous? Jean appuya ses avant-bras sur le portail, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers sa veste. Il observait la montée et la descente des côtes du cheval, lente mais régulière. Il y avait une zone de poils rêches le long de son poitrail, où le pelage poussait étrangement, comme si quelque chose sous la peau avait été ouvert puis recousu. Une cicatrice, peut-être. Difficile à dire sous le poil d'hiver. La voix de sa femme résonna dans sa mémoire, sans y être invitée, la façon dont elle restait tard à la clinique vétérinaire où elle travaillait, s'assurant que le chien calme et à moitié brisé dans le dernier box était promené, ou appelant un étranger qu'elle avait trouvé en ligne pour faire adopter un chat à 3 pattes. Elle lui avait dit un jour, en riant à moitié, que le monde était meilleur quand les gens acceptaient d'être de mauvaises affaires pour quelque chose qui avait besoin d'eux. Il déglutit, sentant la piqûre de ce souvenir lui serrer la gorge. Il a un nom? Demanda Jean. Laurent haussa les épaules. Arrivé comme hongre gris. Ce n'est peut-être même pas un hongre. Qui sait? Papier? Aucun. Histoire? Aucune. Juste une bouche à nourrir. Il resserra sa veste. Écoutez, j'ai d'autres acheteurs à qui parler. Si vous voulez refaire le tour des lots principaux, allez-y. On passera les derniers à la fin. Je commence les enchères, dit Jean doucement. Laurent cligna des yeux. Sur celui-ci? Oui. Jean se redressa, croisant le regard dubitatif de l'homme. Sur celui-ci. Vous ne savez même pas s'il est licolé. Jean jeta un nouveau coup d'œil au gris. Les oreilles du cheval étaient maintenant tournées vers l'avant, juste un peu plus alertes, comme si le doux grondement des voix avait atteint un endroit profond, toujours à l'écoute d'une chance qui ne venait jamais. Je n'ai pas besoin qu'il soit grand-chose, dit Jean. Juste qu'il ait un dernier endroit où se tenir. Laurent secoua la tête, mais il sortit néanmoins le petit carnet de sa poche, léchant son pouce pour tourner une page. C'est vous qui payez le foin. Comment voulez-vous l'appeler pour la paperasse? Le vent s'arrêta un instant, le marché s'installant dans une étrange immobilité. Jean regarda la couleur de la robe du cheval, ce gris délavé comme la poussière de cheminée après un long feu d'hiver. Cendré, dit-il. Notez-le comme Cendré. Laurent griffonna le nom avec un reniflement.
Vous avez le cœur tendre, Dubois. Il y a 10 ans, je vous aurais dit de prendre un bon avocat ou un diplôme de commerce en ligne. De placer votre argent dans quelque chose d'intelligent au lieu de le couler dans du mauvais bétail. Maintenant, je dis juste que c'est votre enterrement. Jean laissa la plaisanterie glisser sur lui. Il garda son regard fixé sur le cheval, sur cet œil fatigué, qu'il observait comme s'il n'arrivait pas à décider si cet homme était réel ou juste une autre ombre de passage. « Quel est le prix minimum pour lui » demanda Jean. Laurent hésita, puis haussa les épaules. « Bon sang, 50 €. Juste pour dire qu'il est passé par une vraie vente. »« Je vous en donne 100, » dit Jean. Le gérant le dévisagea comme s'il avait mal entendu. « Vous savez que vous enchérissez contre vous-même, n'est-ce pas ? » « Alors ça devrait être une victoire facile, » répondit Jean, la voix plate, mais pas méchante. Pour la première fois, quelque chose comme de la surprise vacilla dans le regard du gris. Une minuscule fissure dans le mur de la résignation. Jean ne l'imaginait pas. Il savait qu'il ne fallait pas prêter des pensées humaines à un animal. Mais il croyait au poids des choses. Comment la gentillesse a un poids dans le monde, tout comme la cruauté. Laurent secoua la tête, griffonna le montant et referma brusquement son carnet. Très bien. Il est à vous, Dubois. On va imprimer le bon. Vous avez un van ? Jean hocha la tête une fois. Laurent commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Vous êtes sûr de ça ? Jean ne le regarda pas. Il garda les yeux sur le cheval, sur la façon dont les oreilles de l'animal s'inclinaient légèrement vers l'avant, comme pour tenter de capter une réponse dans le vent. Oui, dit doucement Jean. J'en suis sûr. Le cheval gris expira, un long souffle frissonnant qui resta suspendu dans l'air froid entre eux. Jean posa légèrement ses doigts contre le portail et lui parla pour la première fois, sa voix basse, presque maladroite, comme s'il avait perdu l'habitude de parler à quoi que ce soit qui écoute. « Allons, mon vieux, murmura-t-il. On rentre à la maison. » La camionnette brinque-ballait comme une vieille boîte de conserve alors que Jean s'engageait sur le chemin de campagne. Le cheval gris se tenait dans l'intérieur sombre avec une immobilité qui poussait Jean à vérifier le rétroviseur bien plus que nécessaire. Le ciel de fin d'hiver pesait lourdement sur le paysage normand, de doux nuages traînant leurs ombres sur les collines encore parsemées de plaques de neige. Le monde semblait à moitié endormi, pris quelque part entre le dégel et le gel, l'hiver et le printemps, le passé et l'avenir. Le genre d'entre-deux que Jean comprenait trop bien. Cendré ne bougeait pas. Ni quand la camionnette plongea dans le fossé peu profond près des peupliers, ni quand le vent poussa fort contre le flanc du véhicule. Un cheval plus jeune aurait pu tituber ou taper du pied de panique, mais Cendré restait ancré, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il avait appris il y a longtemps. Reste immobile. Tu survivras plus longtemps. Chaque bosse sur la route faisait que Jean resserrait sa prise sur le volant. Il continuait d'imaginer le son d'un corps qui tombe, le bruit sourd d'un animal qui s'effondre. Mais chaque coup d'œil dans le rétroviseur montrait la même silhouette, étroite, fragile, immobile, se balançant doucement pour garder l'équilibre. La route sinuait le long d'un petit cours d'eau, sa surface humide de neige fondante. L'eau scintillait entre les roseaux comme des fils d'argent coulant vers la vallée de la Loire, où le domaine de Jean attendait, à moitié caché derrière des saules aux branches nues. Il avait bâti cet endroit avec sa femme, posé des clôtures, réparé la toiture, planté des arbustes robustes que les chevreuils finissaient inévitablement par détruire. Et après sa mort, le domaine était devenu plus silencieux chaque année, les espaces entre les corvées s'étirant comme de longues ombres au crépuscule. Maintenant, pour la première fois depuis des mois, il ne rentrait pas seul à la maison. Quand il s'engagea dans l'allée, le gravier crissa sous ses pneus. La maison de campagne, une bâtisse en pierre patinée par le temps, se tenait là, ses volets fermés contre le froid. La grange derrière elle était plus vieille mais solide, son toit en tôle cliquetant doucement dans le vent. Jean coupa le moteur et sortit dans l'air vif, grimaçant alors que le froid mordait ses poumons. Pendant un instant, il resta là, à regarder la grange, écoutant le murmure régulier du ruisseau au-delà du pâturage. Puis il se dirigea vers la camionnette. Au moment où il ouvrit la porte arrière, Cendré leva la tête. Pas beaucoup, juste assez pour que ses yeux croisent ceux de Jean dans la faible lumière. De près, ses yeux étaient plus sombres qu'il ne l'avait réalisé, presque noirs avec des éclats de brun. Ils n'étaient pas vides comme il l'avait d'abord pensé. Ils observaient, mesurant tranquillement, comme une créature qui s'était trompée trop souvent mais n'était pas encore prête à fuir.
Tout va bien, murmura Jean, son souffle formant une buée pâle dans le froid. Doucement, mon vieux. Tu es à la maison maintenant. Il monta dans le van. L'air sentait la poussière et le vieux foin. Sandré transféra son poids, ses sabots raclant doucement le tapis en caoutchouc. Jean attacha une longe au licol lâche que le gérant du marché avait jeté plus tôt. La boucle était rouillée. La corde effilochée. Sandré ne tressaillit pas quand Jean tira légèrement. Un pas, chuchota Jean. C'est tout. Sandré hésita. Ses oreilles s'agitèrent en direction de la porte ouverte, vers la lumière froide qui s'y déversait. Puis il fit un pas, puis un autre, lent, délibéré. Au moment où ses sabots touchèrent la terre de l'allée, Jean sentit sa gorge se nouer avec quelque chose qu'il ne voulait pas nommer, quelque chose de dangereusement proche du soulagement. Le vent saisit la crinière de Sandré, soulevant les crins comme de la fumée d'un feu mourant. L'instant semblait fragile, comme si quelque chose pouvait se briser si l'un d'eux bougeait trop vite. À l'intérieur de la grange, Jean le guida dans le premier box à gauche, le plus chaud, à l'abri des courants d'air. Il l'avait paillé avec de la paille fraîche ce matin-là, se disant que c'était pour un futur poulain ou peut-être un nouveau cheval de trait, n'osant pas admettre qu'il s'était déjà senti attiré par ce gris oublié dans l'enclos du fond bien avant de le voir. Sandré entra, baissa la tête et resta immobile comme s'il attendait la permission de quelqu'un pour exister. Jean remplit un seau d'eau tiède et le glissa dans le box. Puis il attrapa une tranche de bon foin de prairie, parfumé et doux, et la plaça devant le cheval. Sandré ne se jeta pas dessus comme un animal affamé. Il baissa lentement la tête et prit une bouchée prudente, mâchant comme s'il n'était pas sûr que la nourriture resterait ou lui serait retirée. « Tu peux prendre ton temps, dit Jean. Il posa les deux mains sur le haut du box, regardant le cheval boire. Personne ne te presse. Une légère neige commença à tomber, les flocons dérivant à travers les fentes du toit de la grange comme des plumes froides. Ils se posèrent sur la robe de Sandré sans fondre, s'accrochant aux gris délavés jusqu'à ce qu'ils scintillent faiblement dans la pénombre. De la même manière que la cendre d'une bûche consumée attrape parfois la dernière lueur des braises. Jean ne pouvait pas détourner le regard. Il trouva une brosse et s'approcha lentement, laissant Sandré sentir sa main d'abord. Le cheval tressaillit, mais ne recula pas. Jean commença à brosser la crinière emmêlée, faisant attention autour de la zone rêche sur le poitrail où les poils poussaient en une étrange spirale, presque comme une cicatrice cachée sous le poil d'hiver. Lorsque la brosse passa près de là, Sandré contracta ses muscles, mais seulement pour une seconde. « C'est bien, » chuchota Jean. « Tout va bien. » Les lumières de la grange bourdonnaient au-dessus d'eux. Dehors, le vent reprit de plus belle, faisant vibrer le toit en tôle comme un tonnerre lointain. Jean brossa l'encolure et les épaules de Sandré jusqu'à ce que le pelage sous ses mains semble plus chaud, presque vivant à nouveau. Les mouvements étaient lents, méthodiques, comme s'il brossait des années de négligence grain par grain. « Toi et moi, » murmura-t-il. « On est tous les deux trop silencieux pour notre propre bien. » Sandré cligna des yeux, longuement et lentement. Jean recula et s'appuya contre la porte du box, laissant le silence les envelopper. Quelque chose dans la grange semblait différent maintenant. Moins vide, moins oublié. Il ne savait pas ce que demain lui réservait. Il ne savait pas s'il venait de ramener à la maison une responsabilité pour laquelle il n'était pas prêt. Mais il savait une chose. Sandré n'était pas une erreur, ni un fardeau, ni une mauvaise affaire, juste un cheval avec une histoire que personne n'avait pris la peine d'écouter. Jusqu'à présent. Jean ferma doucement le loquet du box et se tourna vers l'entrée de la grange. Derrière lui, Sandré bougea, le doux bruissement de la paille étant le seul son. Alors que Jean sortait, la lumière de la grange se déversa derrière lui, projetant une longue ombre sur la neige. Pour la première fois depuis longtemps, le domaine ne semblait pas vide. Et quelque part au fond de la grange, Sandré expira un souffle lent et régulier qui ressemblait presque au début de la confiance. Le matin s'insinua sur le domaine de la Solée en teinte d'or pâle, effleurant le givre sur les lisses des clôtures et réchauffant juste assez le toit de la grange pour le faire craquer doucement. Jean sortit dans l'air glacial, un bol de café fumant à la main, ses bottes crissant sur le sol encore gelé par la nuit. Le genre de froid qui s'infiltre dans le vieux bois et les os plus vieux encore. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas complètement vide en franchissant le seuil de sa porte. Il y avait une présence qui attendait dans la grange, une raison de se mouvoir avec un but plutôt que par habitude. Sandré leva la tête quand Jean entra, les oreilles pointées vers l'avant.
La grange était silencieuse, à l'exception du léger reniflement d'une respiration chaude s'élevant en faible nuage. Jean s'appuya contre la porte du box, observant le vieux cheval un instant, la façon dont il se tenait un peu plus droit ce matin, comment la lourdeur dans ses yeux semblait moins de la résignation que de la prudence. C'était suffisant pour que quelque chose se pose dans la poitrine de Jean, une petite ancre contre le sentiment de perte à la dérive avec lequel il vivait depuis trop longtemps. « Tu as passé la nuit » murmura-t-il. « On dirait qu'on part du bon pied. » Il vérifia l'eau de cendrée, la remplaça par des seaux frais et tièdes, puis attrapa de nouveau la brosse. Le cheval tressaillit moins aujourd'hui, acceptant les coups de brosse avec une patience tranquille qui semblait fragile, comme la confiance essayant de germer sur un sol gelé. Alors que Jean brossait l'épaule de Cendré, ses doigts passèrent de nouveau sur cette zone rêche, celle qu'il avait remarquée la veille mais à laquelle il n'avait pas trop pensé. Seulement maintenant, avec la lumière du jour se déversant à travers les lattes du mur de la grange, il la vit clairement. Pas une touffe de poils emmêlés, pas une vieille blessure de fil de fer barbelé ou un coup de pied, mais une longue ligne nette, trop droite, trop délibérée, trop précise pour être un accident. Le genre de marque que seul un scalpel pouvait laisser. Jean s'arrêta, le cœur serré. Il écarta doucement les poils, révélant plus de détails sous le pelage d'hiver. La faible crête de suture depuis longtemps guérie, le tissu devenu épais et légèrement surélevé. Une cicatrice chirurgicale sur un cheval qui était censé n'avoir aucune valeur, aucun dossier, aucun passé. Souffla-t-il, posant son bol pour mieux voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? Cendré bougea nerveusement, non pas de douleur, mais de mémoire. Ses muscles se contractèrent sous la main de Jean, comme si une partie de lui reconnaissait le fait d'être examiné, non pas par un fermier à la voix douce, mais par quelqu'un dans une pièce stérile avec des lumières trop vives et des mains trop froides. Le front de Jean se plissa. Les chevaux n'ont pas de cicatrice chirurgicale comme celle-ci, à moins que l'opération ne soit majeure, coûteuse et nécessaire pour sauver un animal de grande valeur. Mais Cendré avait été jeté comme un déchet au marché, sans papier, sans nom, sans histoire. Rien chez le cheval en face de lui n'avait de sens. Le grondement lointain d'une voiture sur la route de gravier tira Jean de ses pensées. Il s'essuya la main sur sa manche et sortit pour voir qui arrivait. Le docteur Valérie Lefebvre sortit de sa vieille Renault 4 verte, sa mallette de vétérinaire en bandoulière et ses cheveux courts rentrés sous un bonnet en tricot. Elle salua d'un sourire fatigué. « Bonjour, Jean. Tu m'as dit que tu avais ramené un nouveau hier. » « Oui, mais je commence à me demander si je n'aurais pas dû ramener un puzzle à la place. » Jean fit un geste vers la grange. « Viens jeter un œil. » À l'intérieur, Valérie s'agenouilla à côté de Cendré avec l'aisance de quelqu'un qui a travaillé avec des animaux toute sa vie. Cendré la regarda avec méfiance, mais resta immobile alors qu'elle lui soulevait une patte avant, vérifiait ses articulations, passait ses doigts le long de sa colonne vertébrale. Puis elle atteignit la cicatrice. Elle se figea. Sa main plana au-dessus de la ligne de tissu guéri, ses yeux se plissant. « Ce n'est pas juste une cicatrice, murmura-t-elle. Jean, ça ressemble à une chirurgie thoracique. » Jean cligna des yeux. « Sur un cheval ?» Valérie hocha lentement la tête. « D'un genre très rare. Cet angle d'incision, cette profondeur. On ne fait pas quelque chose comme ça à moins d'opérer le cœur ou quelque chose de très proche. » Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine, plus froid que le vent du dehors. On l'a abandonné au marché comme s'il ne valait même pas le prix de l'essence pour y aller. « Je sais. » La voix de Valérie s'adoucit, ce qui rendait la chose encore plus étrange. Elle sortit une petite lampe stylo de sa mallette et examina les yeux de Cendré, puis souleva sa lèvre pour regarder ses gencives. Son front se plissa davantage à chaque détail qu'elle examinait. Une usure ancienne sur les dents, mais pas autant qu'elle s'y attendait. Un tonus musculaire incompatible avec son âge, un rythme étrange dans sa respiration qui la fit vérifier son stéthoscope 2 fois. « Ce cheval ne correspond pas à lui-même, dit-elle. C'est comme si des parties de lui racontaient des histoires différentes. » Quelqu'un l'a ouvert, dit Jean doucement, et puis quelqu'un d'autre l'a jeté. Valérie ne le nia pas. Elle pressa son oreille contre son poitrail, écoutant. Son expression changea. D'abord le choc, puis la confusion, puis quelque chose comme de la peur teintée de respect. « Quoi ?» demanda Jean. Valérie releva lentement la tête. Son rythme cardiaque a un accroc. « Pas dangereux,
juste différent, comme le rythme d'un tissu reconstruit. Jean la dévisagea. Reconstruit? Régénéré, peut-être? Je ne sais pas encore. Valérie recula, se frottant les mains pour les réchauffer. Cette cicatrice est trop nette pour être le travail d'un amateur. Quiconque l'a opéré savait exactement ce qu'il faisait. Et quoi qu'ils aient fait, ce n'était pas de la médecine vétérinaire standard. Sandré bougea, heurtant doucement de son museau la barre du box. J'entendis la main et lui caressa le chanfrein. Le vieux cheval se blottit contre le contact plus qu'hier, laissant son poids s'installer d'une manière qui disait à Jean qu'il n'avait plus peur de lui. Il est arrivé sans rien, dit Jean. Pas de papier, pas de nom, mais il a une cicatrice qui vaut plus que tout ce que j'ai jamais possédé. Valérie se leva, époussetant la paille de son pantalon. Je veux faire quelques tests, une prise de sang, peut-être une imagerie si on peut s'arranger. Je veux savoir ce qu'on lui a fait. Tu penses que quelqu'un le cherche encore? Demanda Jean. Valérie hésita. S'ils se sont donné la peine de faire cette opération, alors oui, quelqu'un a suffisamment tenu à lui pour le sauver. Ou avait besoin de quelque chose de lui. La mâchoire de Jean se contracta. Il posa sa main sur l'encolure de Sandré, sentant le pouls régulier sous la peau. Eh bien, il est ici maintenant, et qui que ce soit qu'il avait avant, ils ne l'ont pas traité comme quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Valérie rangea ses outils dans sa mallette, puis jeta un regard pensif, presque prudent, à Jean. Garde juste un œil ouvert. Des animaux comme ça, ils ne disparaissent pas simplement. Quelqu'un l'a perdu ou quelqu'un l'a caché. Jean ne répondit pas. Il regarda Sandré baisser la tête vers le foin, mâchant lentement comme s'il essayait de se souvenir du goût du réconfort. Dehors, le vent tirait sur les chevrons de la grange, faisant cliqueter la tôle comme si toute la vallée murmurait des avertissements qu'il n'était pas prêt à comprendre. Mais une chose semblait certaine dans la lumière tranquille du matin. Ce cheval avait un passé, et quel qu'il soit, il n'en avait pas encore fini avec lui. Le ciel au-dessus de la Touraine vira à l'argenté délavé en fin d'après-midi, le genre de lumière qui donnait à toute la vallée l'aspect d'une vieille photographie. Jean conduisait d'une main sur le volant et l'autre tapotant distraitement contre sa cuisse, le chauffage de la camionnette vrombissant en poussant de l'air chaud dans la cabine. La cicatrice de Sandré, l'expression troublée de Valérie, ces mots murmurés dans la grange. Ce n'était pas de la médecine vétérinaire standard. Rien de tout cela n'avait quitté son esprit depuis son départ ce matin-là. Il n'était pas homme à courir après les mystères. La vie lui avait appris que le monde était assez compliqué sans chercher les ennuis. Mais alors qu'il suivait la petite route départementale vers Clermont-Ferrand, passant devant des clôtures de ranch à moitié enfouies dans la neige sale et des peupliers qui commençaient à peine à bourgeonner, il ne pouvait se défaire du sentiment que Sandré n'avait pas atterri dans ce marché aux bestiaux par accident. Quelque chose était arrivé au vieux cheval. Quelque chose de trop délibéré, de trop coûteux, de trop intentionnel pour qu'il l'ignore. Il tourna dans une rue latérale près de l'antenne universitaire de Clermont-Ferrand, un groupe de bâtiments bas qui semblait toujours endormi par rapport à l'agitation du centre-ville. Valérie lui avait dit où aller. Le département des sciences vétérinaires, un endroit où le docteur Sandrine Moreau, brillante, compatissante, profondément secrète, avait autrefois passé de longues soirées bien après que ses collègues soient rentrés chez eux. Jean poussa la porte vitrée, entrant dans un hall d'accueil chaleureux qui sentait légèrement le désinfectant et le café. Une réceptionniste leva les yeux. « Je peux vous aider ?» Il retira poliment son chapeau. « J'essaie de trouver des informations sur le docteur Sandrine Moreau. J'ai entendu dire qu'elle travaillait ici avant de disparaître. » Les sourcils de la femme se levèrent légèrement au nom de Moreau. « Sandrine ? » Oui. Elle enseignait la physiologie cardio-thoracique ici. Une femme brillante. Ça fait quelques années. Elle étudia Jean avec une curiosité à laquelle il s'était habitué. Les étrangers remarquant le chagrin gravé dans sa posture, la robustesse qui marquait le travail à la ferme. « Vous êtes de la famille ? » « Non, » dit Jean, « j'essaie juste de comprendre quelque chose à propos d'un cheval qu'elle aurait pu traiter. » Son expression changea, s'adoucit, mais se crispa aussi d'inquiétude. « Je vais chercher quelqu'un qui la connaissait bien. » Quelques instants plus tard, Jean se retrouva à marcher dans un couloir silencieux aux côtés d'un professeur plus âgé nommé Dr Pierre Bernard. L'homme portait une veste en tweed malgré la saison et dégageait un léger parfum de cèdre et de vieux livres. « Sandrine était l'une de mes plus brillantes,
dit le docteur Bernard. Dévoué, acharné à faire ce qui était juste. Mais sa disparition. Ça a été dur pour nous tous. Ils entrèrent dans un petit bureau où des piles de documents de recherche s'inclinaient dangereusement sur chaque surface. Bernard fit signe à Jean de s'asseoir, puis sortit un dossier poussiéreux d'un classeur. « Vous avez dit que vous posiez des questions sur un cheval. »« Un gris, » répondit Jean. « Une vieille cicatrice chirurgicale sur le poitrail. » À ces mots, Bernard s'arrêta, le dossier à moitié ouvert. « Cette cicatrice, murmura-t-il. L'incision thoracique. Ça ressemble à l'une des siennes. » Jean se pencha légèrement en avant. « L'une des siennes ?» Bernard expira, s'installant derrière son bureau. Sandrine faisait partie d'une initiative de recherche privée. Très discrète, très spécialisée. Elle croyait que la régénération cardiaque chez les grands mammifères était possible. Pas seulement traiter la cardiomyopathie, remarquez. Une véritable percée en régénération qui pourrait tout changer, des soins pour animaux de compagnie à la médecine humaine. Et elle l'a testé sur des chevaux. Pas des chevaux, corrigea doucement Bernard. Un cheval. Il tapota le dossier. Un seul, le seul qui ait survécu à une procédure expérimentale spécifique. Elle n'a jamais divulgué tous les détails. Disait qu'elle protégeait l'animal. Jean sentit son cœur battre une fois, fort. A-t-elle dit où ce cheval était allé? Bernard secoua la tête. Un jour, elle était ici, rassemblant des journaux de recherche. Le lendemain, elle n'est pas venue. Les autorités ont retrouvé sa voiture abandonnée près d'une route forestière. Aucun signe de lutte, aucune note. C'est devenu une affaire classée en quelques mois. Jean déglutit, le poids de sa prochaine question s'installant lourdement. Avait-elle une raison de cacher le cheval? Bernard hésita. Sandrine pensait que le sponsor corporatif finançant son travail avait commencé à pousser pour des résultats trop agressivement. Elle a mentionné des préoccupations éthiques, a dit qu'elle ne laisserait pas sa recherche devenir l'arme de quelqu'un d'autre. Quelques semaines avant de disparaître, elle m'a dit qu'elle avait peur que quelqu'un essaie de saisir son sujet de test. Un frisson parcourut l'échine de Jean. Dehors, par la fenêtre du bureau, le vent agitait les branches, les faisant taper doucement contre la vitre comme des doigts cherchant un chemin pour entrer. « Docteur Bernard, dit-il lentement. Si quelqu'un voulait que ce cheval disparaisse, ou soit réduit au silence, qui serait-ce? » Le professeur ferma le dossier, le posa soigneusement et croisa les mains. « Cela dépend, dit-il, de qui a financé la recherche de Sandrine après que l'université a coupé les ponts. Mais je vous dirai ceci, elle ne leur faisait plus confiance. Elle croyait que le projet avait dérivé vers un territoire qu'elle n'avait jamais accepté. Et s'ils étaient prêts à perdre un atout aussi précieux que Sandrine? Il laissa l'implication en suspens. Il ne sourcillerait pas non plus à perdre l'animal. Jean imagina Sandré tremblant dans cet enclos sombre du marché, non désiré et oublié, mais pas sans cicatrice, pas indemne de quelque chose de monumental. Soudain, l'image lui parut plus sinistre. Pas un abandon, pas de la négligence. Un effacement. « Avez-vous des notes de Sandrine ?» demanda Jean, la voix stable malgré la tension dans sa poitrine. Bernard plongea la main dans son bureau et en sortit une mince pile de pages photocopiées. Certaines avaient des gribouillis dans les marges, des diagrammes de parois ventriculaires, des notations de battements cardiaques irréguliers, et une page qui fit se tordre l'estomac de Jean, un croquis approximatif d'une incision presque identique à la cicatrice sur le poitrail de Sandré. « Elle m'a donné ça la semaine avant de disparaître, dit Bernard. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, quelqu'un devrait savoir la vérité. » Jean fixa le croquis, le souffle lourd. « C'était lui, » chuchota Théil. « Ça doit être lui. » Le regard de Bernard s'adoucit de sympathie. « Si vous avez ce cheval, Monsieur Dubois, vous devez être très prudent. Sandrine a tout risqué pour le protéger. Et les gens qui poursuivent des recherches comme celle-ci, ils ne laissent pas leurs actifs disparaître tranquillement. » Alors que Jean quittait le bâtiment, les nuages s'étaient assombris, s'étendant sur les montagnes comme un poing qui se ferme. Il serra le dossier contre sa poitrine en retournant à sa camionnette, les pages s'agitant dans le vent comme les murmures d'une vie écourtée. Sur le chemin du retour, il ne cessait de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. Une vieille habitude, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour vérifier le van.
Il n'y avait pas de vanne. Cette fois, il vérifiait la route derrière lui, cherchant des phares qui suivaient de trop près, des véhicules qu'il ne reconnaissait pas. Le monde semblait soudain plus étroit, la vallée plus petite, le ciel plus proche. Une sensation d'être observé lui picotait la nuque. Quand il retourna au domaine, Sandré se tenait juste à l'intérieur de la porte du box, les oreilles levées vers lui comme s'il avait attendu. Jean expira lentement et entra. « On dirait que tu en as vu plus que je ne le pensais, » murmura-t-il, passant une main sur l'encolure du cheval. Et quelqu'un ne voulait pas que le monde le sache. Sandré le poussa doucement, le mouvement doux mais délibéré, comme s'il reconnaissait quelque chose dans la voix de Jean. La peur, peut-être, ou la résolution. Dehors, le vent hurlait sur la crête, faisant trembler la grange. Jean regarda vers la vallée qui s'assombrissait au-delà de la porte, un sentiment s'installant en lui comme le premier signe d'une tempête à venir. Quoique Sandrine Moreau ait protégé, quoi que ce soit pourquoi elle était morte, c'était là, debout devant lui. Et il savait maintenant que quelqu'un, quelque part, voulait récupérer Sandré. Un vent violent descendit des montagnes l'après-midi suivant, faisant claquer les portes de la grange et transportant l'odeur âcre de la neige lointaine. Jean empilait des balles de foin près de la sellerie quand le grondement inimitable d'un moteur se fit entendre dans l'allée. Pas le ronronnement régulier d'une camionnette de ferme. Pas le tout sautement de la vieille voiture d'un voisin. Ce son était plus lisse, plus lourd, plus poli, d'une manière qui n'avait pas sa place près de la Soleil. Jean posa la dernière balle et sortit, époussetant la paille de ses manches. Un SUV noir s'arrêtait près du porche d'entrée. Ses vitres teintées absorbaient la lumière hivernale comme si elle l'avalait tout entière. Le moteur se tut. Le silence qui suivit était trop net, trop délibéré. La portière du conducteur s'ouvrit et une femme en sortit. Elle se déplaçait comme une lame, précise, confiante, fendant le froid sans sourciller. Son manteau était long et noir, taillé avec une précision nette aux épaules. Ses cheveux blonds étaient soigneusement attachés en arrière, révélant un visage taillé à angle vif. Des pommettes saillantes, des yeux plissés, une bouche qui semblait avoir oublié comment sourire des années auparavant. Jean sentit les ennuis avant même qu'elle ne parle. Monsieur Dubois. Sa voix était chaleureuse dans le ton, mais plate dans la température. Répétée, contrôlée. Je suis Christine Leroy. Jean hocha la tête, prudent. Bonjour. Je peux vous aider? Le regard de Christine balaya le domaine, au-delà de la clôture, des saules, de la grange, comme si elle cherchait des sorties, des faiblesses, des issues de secours. Vous avez acquis un cheval il y a 2 jours. Un gris. Âgé. Cicatrice sur le poitrail. Jean sentit la nuque se raidir. Il garda son expression neutre. J'ai ramené un vieux hongre. Oui. Pourquoi? Christine s'approcha, ses talons crissant sur le gravier. Je représente une société de recherche privée. Nous sommes très intéressés par cet animal. Il faisait partie d'une étude thérapeutique que nous pensions terminer il y a des années. D'une manière ou d'une autre, il a été égaré. Elle prononça le mot « égaré », comme quelqu'un d'autre aurait pu dire « compromis ». Je voudrais vous le racheter, continua-t-elle. Pour un prix qui reflète son importance. Jean croisa les bras. De quel genre de prix parlons-nous? Christine plongea la main dans son manteau et en sortit une fine enveloppe. Elle la tenait entre 2 doigts, la lui tendant. 5 000 €. En espèces. Le chiffre n'était pas négligeable. Pas pour un vieux cheval sans autre utilité que la compagnie. Mais l'offre venait trop vite, trop proprement, et sans aucune hésitation. Comme si l'argent n'avait pas d'importance, mais le cheval, si. Jean ne prit pas l'enveloppe. Pourquoi ce cheval est-il important pour vous? Demanda-t-il. Christine baissa la main. C'est une information confidentielle. Pas suffisant, dit Jean. Si vous le voulez, vous me dites pourquoi. Sa mâchoire se contracta, une fraction infime. Irritation ou avertissement. Monsieur Dubois, nous ne voulons pas de problème, dit-elle calmement. Nous souhaitons simplement récupérer un actif qui n'aurait jamais dû quitter notre garde. L'opération pratiquée sur ce cheval a nécessité des millions de fonds de recherche. Son état est unique, extraordinaire. Nous pouvons garantir qu'il recevra une manipulation et des soins médicaux appropriés.
Ce n'est pas quelque chose qu'un simple fermier peut fournir. Jean sentit l'envie de reculer, non par peur, mais par une colère qui montait, brûlante, dans sa poitrine. Je lui fournis des soins très bien. Vraiment? Elle jeta un coup d'œil vers la porte de la grange comme si elle pouvait voir à travers. Un animal comme celui-là, il nécessite des protocoles. Une surveillance. Un confinement. Un confinement, répéta Jean, sa voix s'aiguisant. Il n'est pas un danger. Les yeux de Christine se tournèrent vers lui, et pour la première fois, il vit quelque chose derrière le calme, quelque chose de froid, de vigilant, d'évaluateur. Tout organisme peut être un danger si les mauvaises personnes mettent la main dessus. Et si les bonnes personnes le font? Demanda Jean doucement. Christine ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha, baissant la voix. Monsieur Dubois, ne créons pas une situation ici. Vous avez gagné ce cheval dans un enclos de marché. Vous n'avez payé presque rien pour lui. Je vous offre bien plus que ce qu'il ne vaut. Vous repartiriez plus riche et nous repartirions avec ce qui nous appartient. Jean secoua la tête. Il n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même. Le masque poli de Christine se fissura pendant un instant. Justin. Assez pour révéler l'acier en dessous. Je vous conseille de reconsidérer, dit-elle. Je ne vends pas, répliqua Jean. Christine inspira lentement, comme pour se calmer. Puis elle rangea l'enveloppe dans son manteau. Je pensais que vous diriez ça. La porte passager s'ouvrit, et un homme en sortit, grand, aux épaules larges, portant le genre de costume qui ne pouvait pas tout à fait cacher un corps bâti pour le travail physique. Sa posture était alerte, ses yeux balayant la propriété comme un chien de garde évaluant un périmètre. Christine ne le présenta pas. Monsieur Dubois, dit-elle, le cheval représente des données de recherche sensibles. Si l'entreprise apprend que vous faites obstruction à sa récupération, elle pourrait engager des poursuites judiciaires. Ou d'autres voies. Jean sentit sa main se crisper. C'est censé me faire peur? C'est censé vous informer. La voix de Christine s'adoucit, bien que rien de chaleureux n'y soit entré. Vous êtes un homme seul ici. Pas d'employé, pas de famille, pas de témoin. S'il vous plaît, comprenez ce que l'isolement peut signifier. Les mots flottèrent dans l'air froid. Pas crier, pas menaçant, déclaré. Cela les rendait pires. Jean ne bougea pas, ne recula ni n'avança. Il garda sa respiration régulière. Vous devriez partir. Christine l'étudia pendant plusieurs longues secondes, ses yeux pâles le lisant, le mesurant de la même manière qu'elle avait mesuré son domaine plus tôt. Puis elle hocha la tête une fois, un geste poli avec le poids d'une porte qui se ferme. Nous vous recontacterons, dit-elle. En se tournant, elle s'arrêta près de sa boîte aux lettres, la tapotant légèrement avec un doigt ganté. L'isolement est imprévisible. Je détesterais qu'un incident malheureux se produise. Puis elle retourna au SUV, ses talons silencieux maintenant sur le gravier. Le grand homme suivit, lançant à Jean un dernier regard plat avant de monter à l'intérieur. Le moteur démarra. Le véhicule recula lentement, puis commença à descendre l'allée. Jean resta dans le vent jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au tournant. C'est alors seulement qu'il relâcha le souffle qu'il avait retenu. Il retourna à la grange. Sandré leva immédiatement la tête, les oreilles dressées, les yeux le suivant comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Jean s'appuya contre la barre du box, laissant l'odeur familière du foin et du vieux bois le calmer. Elle ne t'aura pas, chuchota Théil. Sandré pressa son museau contre la barre, doux, chaud, vivant. Jean posa une main sur la tête du cheval, sa voix à peine plus qu'un souffle. Peu importe qui elle enverra la prochaine fois. Dehors, la vallée redevint silencieuse, mais le silence semblait différent cette fois. Pas vide. En attente. La température chuta bien avant le coucher du soleil, le froid s'installant sur la Solée comme une épaisse couverture invisible. Au soir, le givre avait déjà rampé sur les lys des clôtures, scintillant faiblement sous la lueur des lumières de la grange. Jean termina les corvées du soir sans se presser, bien que ses pensées tournent sans cesse autour du SUV noir et de la femme aux yeux de glace polie. Ces mots n'avaient pas seulement persisté, ils s'étaient enracinés. L'isolement est imprévisible. Il détestait que cette phrase résonne encore dans son esprit. À l'intérieur de la grange, Sandré se tenait tranquillement dans son box,
la tête baissée comme pour conserver son énergie. Jean vérifia son eau, ajouta un peu plus de foin et brossa le peu de poussière qui s'accrochait au pelage du cheval. Sandré acceptait chaque contact, sa respiration lente et régulière. Le vieux cheval semblait plus calme ce soir, bien que Jean soupçonna que ce n'était pas un vrai calme, juste de l'épuisement. Les animaux qui avaient eu une vie trop dure apprenaient à porter leur lassitude en silence. Longue journée, murmura Jean en passant une main le long de l'encolure de Sandré. C'est fini maintenant. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. La nuit se resserra autour du domaine comme un poing fermé. Le vent cessa complètement, laissant un silence si complet que Jean pouvait entendre le faible goutte à goutte de la neige fondant de la gouttière. Le ruisseau murmurait au loin, un son doux et constant qui l'apaisait habituellement. Ce soir, cela ressemblait à un conte à rebours. Il ferma la grange à clé, vérifia chaque loquet 2 fois, puis se dirigea vers la maison, ses bottes crissant légèrement sur le sol gelé. À mi-chemin, il s'arrêta et regarda en arrière. La silhouette de Sandré bougeait à l'intérieur du box, se déplaçant dans la pénombre. Jean expira, rassuré pour le moment, mais le sommeil ne vint pas facilement. Il resta allongé dans son lit, écoutant la vieille maison respirer, ses poutres se dilatant et se contractant avec la température, ses fenêtres vibrant faiblement, ses tuyaux s'installant. Chaque son semblait plus aigu, plus alerte, plus conscient. Christine Leroy avait changé le rythme du domaine simplement en arrivant. Quelque part après minuit, Jean sombra dans un sommeil léger, mais il fut brisé quand un bruit sourd retentit de l'extérieur, doux, étouffé, mais suffisamment anormal pour le réveiller instantanément. Il se redressa, le cœur battant à tout rompre. Pendant un long moment, il écouta. Rien. Puis le bruit revint. Un son sourd et lourd, comme quelque chose qui tombe. Jean enfila sa veste et attrapa la lampe de poche, sortant dans l'obscurité glaciale. Le froid le frappa instantanément, tranchant à travers le tissu et la peau. La grange était silencieuse, aucune lumière allumée à l'exception de la faible veilleuse au-dessus de la porte. Le ciel était épais de nuages, emprisonnant le peu de clair de lune qu'il y avait. Il atteignit la grange, ouvrit le loquet et entra. Sandré, appela-t-il doucement. Silence. Puis un bruissement de paille suivi d'un son qui le frappa comme un coup. Un halètement. Les chevaux ne halètent pas. Pas comme ça. C'était aigu, presque humain, le son d'un corps perdant sa force. Jean se précipita vers le box de Sandré. Le vieux cheval était à genoux, ses 4 jambes tremblant violemment. Sa tête pendait bas, ses naseaux dilatés alors qu'il luttait pour respirer. Ses flancs se soulevaient avec un effort saccadé, chaque respiration courte et paniquée. Doucement, Sandré, doucement, chuchota Jean, la voix tremblante alors qu'il manipulait le loquet. Il s'agenouilla à côté du cheval dès qu'il entra dans le box, pressant une main contre l'encolure de Sandré. La peau était froide, trop froide. Une pellicule de sueur trempait son pelage malgré l'air glacial. Puis les pattes arrière de Sandré cédèrent. Il s'effondra complètement sur la paille, ses flancs se contractant, ses yeux grands ouverts avec quelque chose au-delà de la peur, comme un souvenir lointain qui se frayait un chemin. Le pouls de Jean rugissait à ses oreilles. L'instinct prit le dessus. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Valérie, arpentant le box avec urgence. Elle répondit à la 2e sonnerie. Valérie, c'est Sandré. Quelque chose ne va pas. Il est à terre et jeuneux. Viens vite, s'il te plaît. J'arrive. Garde-le au chaud. Ne le déplace pas s'il est conscient. La ligne se coupa et Jean tomba de nouveau à genoux, tirant l'une des lourdes couvertures en laine du rail du box. Il la drapa sur le corps de Sandré, ses mains tremblantes alors qu'il la lissait sur les muscles frissonnants. Ça va aller, chuchota-t-il. Reste avec moi, Sandré. Reste juste. La respiration de Sandré était un râle. Ses yeux s'agitaient rapidement sous ses paupières mi-closes, poursuivant quelque chose d'invisible. Jean plaça une main sur le poitrail de Sandré, essayant de sentir le rythme de son cœur. Mais les battements étaient erratiques. Un coup sourd et bégayant suivi d'une longue pause qui glaça le sang de Jean. Allez, supplia Jean à voix basse. Pas comme ça. Pas ici. Un grand coup de sabot contre le mur du box le fit sursauter. Sandré tressaillit, ses jambes donnant des coups faibles, tout son corps secoué par un violent spasme. Jean lui tint doucement le cou, le rassurant,
lui murmurant des mots doux et constants, même s'il n'avait aucune idée si le cheval comprenait. La porte de la grange s'ouvrit, laissant entrer une rafale d'air glacial et les pas pressés de Valérie. « Pousse-toi, dit-elle, la voix tendue par l'urgence. Jean recula juste assez pour lui laisser de la place. Valérie s'agenouilla, stéthoscope déjà en main. Elle le pressa contre le poitrail de Sandré, son front se plissant de plus en plus à chaque seconde qui passait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jean, le souffle court. Valérie ne répondit pas immédiatement. Elle déplaça le stéthoscope, écoutant à nouveau. Puis elle pressa légèrement sa paume là où la cicatrice chirurgicale s'incurvait sous le poil d'hiver de Sandré. Ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. « Ce n'est pas une insuffisance cardiaque, chuchota-t-elle. Ce schéma, ce rythme. Ça ne devrait pas être possible. » Sandré haleta de nouveau, son corps se convulsant une fois de plus avant de s'immobiliser, à l'exception du battement rapide de ses naseaux. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent. « Jean !» Son cœur. Il s'est arrêté, juste une seconde. « Non. » La voix de Jean se brisa. « Fais quelque chose. »« J'essaie. » Les yeux de Sandré devinrent vitreux, puis s'ouvrirent soudainement en grand. Sa poitrine se souleva. Un son s'éleva de sa gorge, profond et primal, un gémissement arraché à un endroit enfoui sous des années de silence. Son pouls palpita violemment sous la main de Valérie. Puis se stabilisa, puis palpita de nouveau, un schéma luttant entre la vie et l'effondrement. L'expression de Valérie changea. La peur, la confusion, l'étonnement se mêlant en quelque chose que Jean n'avait jamais vu sur son visage. « Jean, ce n'est pas une défaillance. C'est une adaptation. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-il. Valérie déglutit difficilement. « Ça veut dire que son cœur essaie de se corriger lui-même. » La poitrine de Sandré se convulsa une fois de plus, mais au lieu de bégayer jusqu'à l'immobilité, le rythme se verrouilla en place. Fort, régulier, jeune. Un battement de cœur qui n'appartenait pas du tout à un vieux cheval. Valérie retira lentement sa main, les yeux brillants d'incrédulité. « Jean, je crois qu'on vient d'assister à une régénération tissulaire en direct. » Sandré cligna des yeux, longuement et lentement, puis relâcha un souffle profond, régulier maintenant, pas saccadé. Son tremblement s'apaisa. La peur quitta ses yeux, remplacée par une douce lassitude. Jean s'affaissa sur la paille à côté de lui, expirant d'une voix tremblante. Valérie se rassit sur ses talons, fixant Sandré comme si elle regardait un miracle. « Quoi que le docteur Moreau lui ait fait, chuchota-t-elle, c'est encore en train de se produire. » En ce moment même. À l'intérieur de lui. Jean baissa les yeux sur Sandré, lui caressant le museau. « Tu n'as pas fini de te battre, n'est-ce pas » murmura-t-il. Sandré ferma les yeux, non par faiblesse, mais par paix. La grange redevint silencieuse, mais ce silence n'était pas menaçant. Il était révérencieux, un moment en équilibre au bord de quelque chose d'extraordinaire. La tempête s'apaisa juste avant l'aube, laissant le monde enveloppé dans un silence blanc et étouffé. La neige drapait le toit de la grange et pesait lourdement sur les branches des saules, les courbant comme des sentinelles fatiguées veillant sur le domaine. J'en avais pas dormi. Il avait passé le reste de la nuit dans la grange, assis sur un seau retourné à côté du box de Sandré, écoutant les respirations lentes et régulières du cheval qui n'aurait pas dû survivre à l'effondrement, et encore moins se rétablir avec le rythme cardiaque d'un animal 2 fois plus jeune. Sandré était maintenant debout, calme, mâchant du foin, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais Jean ne pouvait oublier l'image du vieux cheval gisant dans la paille, sans vie pendant un moment terrifiant, pour que son cœur reprenne vie avec une vigueur qui défiait la raison. Valérie était partie vers 4 heures du matin, épuisée, mais énergisée par quelque chose qui la terrifiait et la fascinait manifestement à parts égales. Ils avaient convenu de se revoir plus tard, mais aucun d'eux n'avait besoin de dire ce qu'ils savaient tous les deux. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas naturel. Et si Christine Leroy ou qui que ce soit pour qui elle travaillait avait la moindre idée de ce que Sandré avait fait la nuit dernière, il ne s'arrêterait pas avant de l'avoir récupéré. En fin de matinée, le ciel s'était suffisamment éclairci pour que de pâles rayons de soleil percent. Jean se dirigea vers la maison, ses bottes crissant dans la neige fraîche, l'esprit embrouillé par un enchevêtrement de questions qu'il ne savait comment dénouer. Sur le porche, il s'arrêta, regardant les montagnes se dresser au loin, massives,
silencieuse, ancienne, solide. Elle le faisait se sentir petit, mais paradoxalement plus stable intérieurement. Il prépara une nouvelle cafetière, l'amertume le ramenant à la réalité. Assis à la table de la cuisine, le silence s'imposa, rompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge murale. Sandrine Moreau, la recherche, la disparition, le cœur impossible de Sandré. Chaque fil menait quelque part, mais nulle part de clair. Son téléphone vibra. Jean le saisit, s'attendant à moitié à ce que ce soit Valérie, ou peut-être Christine avec une autre visite importune. Au lieu de cela, c'était une notification de mail. Expéditeur, Dr Valérie Lefebvre. Objet, trouver quelque chose. Tu dois voir ça. Jean l'ouvrit. Trouver des archives liées au travail privé de Moreau. Journaux non publiés stockés à l'université. Pourrait expliquer l'opération. Je passe te prendre dans 20 minutes. 20 minutes plus tard, la Renault 4 verte de Valérie entra dans l'allée. Elle sortit, serrant un dossier épais de vieilles impressions, ses joues rougies par le froid. Et excitée, du genre d'excitation que seuls les scientifiques ressentent quand l'univers se fissure devant eux. Entre, dit Jean en lui indiquant la porte. Valérie épousseta la neige de son manteau et entra dans la cuisine. Elle ne s'assit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle étala les papiers sur la table, des notes, des diagrammes, des observations enregistrées. Certaines pages étaient jaunies par le temps. D'autres ressemblaient à des photocopies d'originaux disparus depuis longtemps. J'ai trouvé ça dans une vieille armoire dans l'aile de recherche, dit-elle. Ils n'ont jamais été classés quand Sandrine a disparu. Presque comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on les trouve. Jean fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'ils disent? Valérie tapota un diagramme, un dessin anatomique du cœur d'un cheval, des lignes tracées autour des ventricules, des notations écrites d'une écriture serrée. Ça, dit-elle, c'est laquelle a testé un greffon régénératif. Jean la fixa. Régénératif? Sandrine croyait que le tissu cardiaque pouvait être reprogrammé, stimulé pour se régénérer. Valérie parcourut une autre page. Elle a testé la théorie sur des spécimens de laboratoire pendant des années, mais un seul sujet a survécu à la procédure chirurgicale complète. Jean déglutit. Sandré. Valérie hocha la tête. Elle l'appelait sujet 7, le seul succès sur cette tentative, le seul avec une récupération stable. Jean sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. 6 autres sont morts. Pas nécessairement pendant l'opération, dit Valérie prudemment. Mais aucun n'a atteint une régénération durable. Seul le sujet 7 l'a fait. Elle lui tendit une autre feuille. C'était une entrée de journal datant de près de 6 ans. Pouffort, réponse tissulaire dépassant les prévisions. Le sujet affiche une résilience au-delà des paramètres normaux. Doit le garder caché jusqu'à ce que le comité de surveillance mette fin à l'ingérence de l'entreprise. Ils veulent des preuves avant l'examen éthique, mais des preuves le mettraient en danger. La mâchoire de Jean se serra. Ingérence de l'entreprise. Sandrine avait peur des gens qui la finançaient. Valérie hocha la tête d'un air sombre. Et avec raison. Elle fit glisser une dernière page vers lui. Elle montrait des notes détaillées sur l'incision, sa forme, son emplacement, sa profondeur. C'était identique à la cicatrice de Sandré. J'ai comparé le motif de la cicatrice, dit-elle doucement. Ça correspond exactement. Jean fixa le papier, les dessins méticuleux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi a-t-elle disparu? On ne peut pas savoir, répondit Valérie. Mais elle cachait quelque chose. Elle le cachait, lui. Elle expira, se massant les tempes. Jean. Sandré n'est pas juste un cheval qui a survécu à une opération. Son corps est toujours en train de se régénérer. Ce qu'il a fait la nuit dernière, son cœur redémarrant comme ça. Sandrine l'a peut-être vu se produire une fois, peut-être deux, assez pour lui faire réaliser qu'elle avait fait quelque chose pour lequel le monde n'était pas prêt. Les mots s'installèrent dans la pièce comme de la neige qui tombe, silencieux, lourd et difficile à écarter. Jean se pencha en arrière, les mains sur son visage. C'est plus gros que tout ce dans quoi je voulais être impliqué. Je sais, dit doucement Valérie. Mais tu ne l'as pas choisi. Sandré t'a choisi. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un SMS. Numéro inconnu.
Vous n'êtes pas en sécurité. Ils savent qu'il est en vie. Quittez le domaine si vous le pouvez. L'estomac de Jean se noie, son pouls martelant à ses oreilles. Qui est-ce? Demanda Valérie en voyant son visage pâlir. Il lui tendit le téléphone. Elle lut rapidement le message, puis le regarda avec une expression qui mêlait urgence et peur. Ce n'est pas bon, chuchota T.L. Quelqu'un essaie de vous avertir. Ou quelqu'un essaie de me faire peur. Valérie secoua la tête. Non, ça ressemble à un avertissement. Quelqu'un de l'intérieur, peut-être quelqu'un qui sait de quoi Christine est capable. Jean se leva brusquement, arpentant la cuisine. Ses bottes martelaient le plancher en bois, chaque pas plus dur que le précédent. Je ne peux pas laisser Cendré, dit-il. Pas avec ce qui s'est passé la nuit dernière. Il est trop vulnérable. Jean. Non. Il se tourna vers elle. Quelqu'un l'a sauvé une fois. Sandrine l'a fait. Si elle a donné sa vie pour lui. Sa voix vacilla. Il la raffermit. Je ne le laisserai pas tomber entre leurs mains maintenant. Valérie soutint son regard pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. Alors nous le protégerons, dit-elle. Mais nous avons besoin de plus que des suppositions. Nous devons savoir qui est derrière tout ça. Jean retourna à la table, parcourant les dernières notes de Sandrine. Le déchirement dans son écriture était presque palpable. S'il m'arrive quelque chose, le sujet 7 doit rester caché. Sa survie est la preuve de ce qui est possible, et de ce qui ne doit jamais être utilisé à mauvais escient. La main de Jean se crispa sur le papier. Dehors, le vent reprit, balayant la neige poudreuse contre les fenêtres, créant de vagues motifs comme une écriture sur du verre dépoli. Jean sentit la pression du moment, des choix qui se réduisaient, des dangers qui se rapprochaient. Il plia soigneusement les papiers et regarda vers la grange. Cendré était plus qu'un miracle. Il était une preuve. Il était une vérité que quelqu'un avait tuée pour l'enterrer. Et maintenant, la vérité vivait au domaine de la Soleil, respirant, guérissant, se régénérant. Et quelqu'un, quelque part, voulait le récupérer. Le premier avertissement vint du vent. Il dévala le massif central en rafales soudaines et vicieuses, courbant bas les saules et envoyant la neige poudreuse en spirale à travers le fond de la vallée. En fin d'après-midi, le ciel avait viré à un gris de fer lourd. Le genre de ciel qui ne promettait pas seulement une tempête, il la garantissait. Jean sortit sur le porche, la veste bien fermée, et balaya l'horizon du regard. Des nuages de neige s'empilaient comme des montagnes sur des montagnes, avalant la dernière trace de soleil. À l'intérieur de la grange, Cendré arpentait lentement son box, les oreilles s'agitant avec malaise. Le cheval semblait sentir la tempête approcher dans ses os, et Jean ne pouvait pas lui en vouloir. Chaque instinct dans le corps du fermier lui disait la même chose. Quelque chose approchait. Pas seulement le temps. Quelque chose d'autre. Quelque chose de plus froid. Valérie était partie plus tôt avec les notes de Sandrine, promettant de faire des analyses et de vérifier les données avec des collègues de confiance. Elle avait resserré son manteau avant de monter dans sa Renault 4, disant à Jean de l'appeler au premier signe de problème. Elle aussi avait dû le sentir. Cette tension dans l'air, celle qui donnait au monde l'impression d'être sur écoute. Jean finissait de sécuriser les fenêtres de la grange et venait de ressortir quand des phares fendirent la pénombre neigeuse. Son sang se glaça. Les lumières n'étaient pas le jaune doux des camionnettes de ferme locale ou la lueur éparse des voyageurs de passage. Ces faisceaux étaient nets, modernes, blanc-bleu et trop vifs. Le SUV noir entra sur la propriété avec une confiance étudiée. Pas un 7 fois. 3. Ils s'arrêtèrent en une formation triangulaire parfaite, les moteurs vrombissant à un rythme bas et synchronisé. La chute de neige s'intensifia, tourbillonnant autour des véhicules comme des fantômes réveillés. Jean resta immobile, son souffle une buée contre le froid, chaque muscle prêt, mais incertain de la manière de se préparer à ce qui allait se dérouler. La portière du premier SUV s'ouvrit, et Christine Leroy en sortit, son manteau noir flottant dans le vent comme un drapeau de guerre, ses cheveux blonds impeccablement coiffés malgré la tempête. Derrière elle, 2 hommes émergèrent, aux épaules larges, solides, sans hâte. Ils n'étaient pas habillés comme des ouvriers agricoles ou des agents de sécurité. Leurs mouvements avaient la précision de gens entraînés pour le genre de travail dont personne ne parle ouvertement. Christine s'approcha avec le calme de quelqu'un qui croit que l'issue est déjà décidée.
Monsieur Dubois, lança-t-elle, sa voix portant par-dessus le vent qui se levait. Cette visite n'est plus une négociation. Jean ne quitta pas le porche. Vous êtes sur une propriété privée. Le sourire de Christine était faible, contrôlé, presque apitoyé. S'il vous plaît, ne prétendons pas que nous avons le temps pour les formalités. Son regard dériva vers la grange, et quelque chose changea dans son expression. Une intensité, une faim, un calcul si précis qu'il envoya un frisson glacial le long de l'échine de Jean. Nous savons ce qui s'est passé la nuit dernière, dit-elle. Et nous savons ce que le cheval a fait. La tempête sembla s'arrêter, comme si elle écoutait. Jean serra la mâchoire. Vous ne savez rien du tout. Christine pencha la tête, ses yeux se plissant d'une manière qui le fit se sentir mis à nu. N'insultez pas mon intelligence. Nous avons des canaux de surveillance partout. Quand un sujet régénératif s'effondre puis se stabilise, cela déclenche certaines alertes. Vous n'êtes pas le seul à le surveiller. Derrière elle, l'un des grands hommes tapota quelque chose dans son manteau. Un signal, un rapport, un message silencieux. La tempête étouffa le son, mais pas le geste. Jean fit un pas en avant, ses bottes s'enfonçant dans la neige fraîche. Vous devez partir. Les yeux de Christine se durcirent. Vous n'êtes pas en position de faire des exigences. L'animal que vous hébergez est une propriété exclusive. Vous interférez avec une recherche biomédicale financée par l'État. Elle marqua une pause. C'est un délit passible de poursuite. Ce n'est pas une propriété, répliqua Jean. C'est une créature vivante. Il a vécu l'enfer et vous l'avez laissé mourir. L'expression de Christine vacilla. De l'agacement, puis quelque chose comme une froide impatience. Je me lasse de cette romantisation. Ce cheval a été conçu pour l'avancement scientifique, pas pour la compagnie. Le vent souffla soudainement, fouettant la neige entre eux. Jean sentit la chaleur monter dans sa poitrine. La colère mêlée à la peur et à quelque chose de farouchement protecteur. Vous ne l'emmènerez pas, dit-il. Christine fit un signe de tête à ses hommes. Les deux se dirigèrent vers la grange. Jean descendit du porche et se plaça directement sur leur chemin, les poings serrés sur les côtés. Le plus petit des deux, un géant malgré tout, ne s'arrêta que parce que la neige rendait le terrain instable, non pas parce que Jean l'intimidait. « Vous voulez le déplacer » dit Jean, la voix basse. « Il faudra me passer sur le corps. » Christine poussa un soupir lent et déçu. « Monsieur Dubois, j'espérais vraiment que vous choisiriez une voix plus calme. » Elle fit un autre signe. Le monde bascula. Les deux hommes se déployèrent, flanquant la grange. La neige soufflait en lourdes nappes, aveuglant presque Jean. Il trébucha en avant, essayant de les intercepter, mais un mur soudain devant le percuta, le forçant à protéger ses yeux. Pendant un instant, il perdit de vue tout. Christine, les hommes, la grange. Puis un hennissement lointain, aigu, craintif. Cendré. Non. Cria Jean, se frayant un chemin à travers le vent, les jambes brûlantes d'effort. La grange se dressait devant lui, sa forme floue dans le blizzard qui se transformait en chaos. Il força la porte, trébuchant à l'intérieur. Cendré arpentait, frénétique, les yeux écarquillés de terreur. Son souffle sortait en saccades, embuant l'air. Il avait entendu les voix. Il les avait senties. Doucement, chuchota Jean, la gorge à vif. Reste calme. On va te sortir de là. Il attrapa la longe, mais Cendré n'eut pas besoin d'être encouragé. Le cheval s'avança, se pressant contre lui comme un enfant effrayé cherchant un abri. Jean enroula solidement la longe autour de sa main, le cœur battant contre ses côtes. Dehors, des pas lourds et délibérés retentirent. « Allons, mon vieux, chuchota Jean. On ne peut pas rester ici. » Il conduisit Cendré par la porte arrière, dans la tempête. Le vent les frappa comme une force physique, aiguë et glaciale. La neige cinglait latéralement, effaçant le monde au-delà de quelques mètres. Jean rentra les épaules, protégeant Cendré du mieux qu'il pouvait, bien que la masse du cheval le protège en réalité davantage. Ils se dirigèrent vers la lisière des arbres, vers une cabane de chasse isolée que Jean utilisait rarement, nichée derrière un groupe de pins. Derrière eux, il entendit des cris. La voix de Christine, furieuse maintenant, tranchant net à travers le vent.
Trouvez-les. Maintenant. Jean ne regarda pas en arrière. Il tira Cendré en avant, le guidant le long de la clôture, la suivant au toucher quand la vue lui manquait. La tempête rugissait autour d'eux, étouffant les sons et avalant les empreintes de pas presque instantanément. Cendré se pressait contre Jean, lui faisant confiance sans hésitation. Le genre de confiance qui prend une vie à gagner, mais qui s'était formée en quelques jours. Ils atteignirent la cabane juste au moment où la tempête atteignait sa pleine force. Jean poussa la porte, guidant Cendré à l'intérieur. L'espace était exigu, mais abrité. Il ferma la porte et mit le verrou, respirant fort, le cœur battant à tout rompre. Dehors, des voix en colère s'élevaient et tombaient. La tempête masquait tout, mais à travers son hurlement, il capta des fragments, des ordres, de la frustration, des menaces jetées au vent. Cendré se tenait là, tremblant, mais vivant. Jean posa son front contre celui du cheval, les yeux fermés, le souffle tremblant. « On est en sécurité pour l'instant, murmura-t-il. Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas vrai. Ils avaient franchi une ligne ce soir. Il n'y avait pas de retour en arrière. Christine Leroy ne partirait pas les mains vides, et quoi qu'elle représente, quel que soit le monde secret pour lequel Sandrine Moreau était morte en le protégeant, il était finalement arrivé à sa porte avec des nuages de tempête dans son sillage. La tempête fit rage jusque tard dans la nuit, une force rugissante et aveuglante qui engloutit la vallée tout entière. La neige s'abattait contre la petite cabane de chasse, faisant vibrer les fenêtres et s'accumulant le long du cadre de la porte. À l'intérieur, Jean faisait les 100 pas dans l'espace étroit, écoutant le vent battre contre les murs comme s'il essayait de se frayer un chemin à l'intérieur. Cendré se tenait près de lui, son souffle chaud dans l'air glacial, de la vapeur s'élevant de ses naseaux à chaque expiration. Les yeux du cheval restaient alertes, s'orientant vers chaque craquement du vieux bois, chaque tremblement du haut vent extérieur. Jean ne pouvait pas s'asseoir, ne pouvait pas se calmer assez pour se reposer. Chaque muscle de son corps vibrait d'un mélange d'adrénaline et d'effroi. Christine Leroy et ses hommes étaient là, quelque part, observant la tempête, attendant qu'elle se calme, calculant leur prochain mouvement. La tempête pouvait lui faire gagner du temps, mais elle le piégeait aussi, l'isolait encore plus que Christine ne l'avait prévu. Il vérifia son téléphone pour la 7e fois. Pas de réseau, pas de message, seulement l'icône de la batterie qui se vidait lentement. Il jura à voix basse et le remit dans sa poche. Cendré bougea, poussant Jean du bout de son museau. Le geste était doux, rassurant. Jean posa une main sur l'encolure du cheval et expira longuement et lentement. « Tu as plus confiance en moi que je ne le mérite », chuchota Théil. Un bruit sourd retentit contre le mur de la cabane, le craquement indubitable de bottes sur la neige. Des pas lourds, délibérés. Jean se figea, le souffle coupé. Cendré se raidit instantanément, la tête tournée vers le son. Un autre pas suivit, puis un autre, faisant le tour de la cabane. Il les avait trouvés. Jean attrapa le vieux fusil de chasse monté au-dessus de la petite cheminée, non pas pour tirer, mais pour le tenir, pour montrer qu'il ne les laisserait pas prendre Cendré sans se battre. Ses paumes étaient moites de sueur malgré le froid. « Reste silencieux », murmura-t-il à Cendré. Une ombre passa devant la fenêtre couverte de givre. Puis un faisceau de lumière balaya la vitre. Une lampe de poche fendant la tempête comme un scalpel. Des voix murmurèrent à l'extérieur, à peine audibles par-dessus le vent. J'entendis l'oreille, mais ne capta que des fragments. On n'y voit rien. Les traces se terminent ici. Il doit être à l'intérieur. Le cœur de Jean martela douloureusement sa poitrine. Il se déplaça silencieusement vers la porte, posant chaque pas avec le soin d'un homme marchant sur une corde raide au-dessus d'un canyon. Quand il fut assez près, il appuya son dos contre le mur à côté de la porte et serra le fusil, la respiration courte et contrôlée. Dehors, les pas se rapprochèrent. Puis, bang! Un poing frappa la porte assez fort pour faire pleuvoir de la poussière des poutres du plafond. « Monsieur Dubois !» La voix de Christine trancha la tempête comme un couteau. « Ouvrez la porte. » Jean ne bougea pas. « Je sais que vous m'entendez, » continua-t-elle. « C'est inutile. Vous ne pouvez pas le cacher éternellement. Sortez et nous réglerons cela sans escalade. » Sans escalade. Jean faillit rire de l'absurdité de la chose. L'ombre de Christine bougea derrière la fenêtre. « Vous avez 5 secondes avant que nous n'entrions de force. »
Jean resserra sa prise. Il stabilisa sa respiration. Il pria, non pas pour lui-même, mais pour du temps, pour n'importe quoi qui pourrait les sortir de là. Mais le temps était déjà écoulé. Un terrible craquement déchira l'air. Le cadre de la porte gémit. Des pieds bottés s'abattirent contre le bois, encore et encore. La neige tombait des chevrons à chaque impact. Jean se prépara, sachant qu'il ne pourrait pas tenir la porte fermée éternellement. Puis un nouveau son. Des moteurs. Plusieurs moteurs grondant par-dessus la crête comme une avalanche d'acier et de chevaux vapeur. Les hommes de Christine s'arrêtèrent. Christine elle-même recula de la porte, sa voix vive de confusion. Quoi? Des lumières rouges et bleues fendirent le blanc, tourbillonnant comme des fantômes dans la tempête. Le vent transporta le grésillement inimitable de radios, des radios de la gendarmerie. Jean cligna des yeux, incrédule. La cavalerie était arrivée. Des phares jaillirent à travers la neige, illuminant la clairière. Plusieurs véhicules s'arrêtèrent en dérapant. Des camionnettes de la gendarmerie, des SUV banalisés, et au moins un camion lourd avec des pare-chocs renforcés. Les portières s'ouvrirent. Des silhouettes émergèrent, armées et se déplaçant avec une coordination rapide. Une voix puissante cria à travers la tempête, « Gendarmerie nationale, éloignez-vous de la cabane. » Les mains où on peut les voir. La silhouette de Christine se raidit, même à travers le vent hurlant. Jean sentit le moment où elle réalisa qu'elle avait été déjouée. Qui les a contactés? Siffla un de ses hommes. Christine ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car à ce moment-là, à travers la neige tourbillonnante, un autre véhicule apparut. Une Renault 4 verte familière dérapa jusqu'à s'arrêter à côté des véhicules de la gendarmerie. Valérie en sortit, les cheveux fouettés par le vent, son manteau battant. Elle les avait appelés. Elle les avait sauvés. Un des gendarmes s'avança, criant des ordres à travers un mégaphone. Les hommes de Christine la regardèrent pour obtenir des instructions. Elle leva une main, calme, composée. Ils baissèrent leurs armes. Ils ne se rendirent pas, mais ils firent une pause, chacun attendant la décision de Christine. « Monsieur Dubois » cria un gendarme, sortez lentement avec les mains visibles. Jean baissa le fusil, le cœur toujours battant, et ouvrit la porte de la cabane. La neige entra en trombe, tourbillonnant comme un vortex. Il sortit les mains levées, clignant des yeux contre le froid. Valérie se précipita vers lui, glissant une fois dans la neige avant de se rattraper. « Ça va » cria-t-elle. « Je vais bien » cria Jean en retour. « Sandré est à l'intérieur. » Avant que Valérie ne puisse répondre, Christine entra dans la clairière, les mains légèrement levées, son manteau fouettant autour d'elle. Même entourée par les forces de l'ordre, elle se tenait avec la froide dignité de quelqu'un qui croyait être encore en contrôle. « C'est un malentendu » lança-t-elle. « Nous procédons à une récupération légale de propriété de recherche. » Le commissaire Jean-Luc Garnier, un homme imposant à la barbe poivre et sel, la coupa. « Vous êtes entré par effraction sur une propriété privée pendant un blizzard avec du personnel armé. Ça n'a rien de légal. » Christine sourit finement. « Nous avons une autorisation ministérielle. »« Alors ça ne vous dérangera pas de la montrer » rétorqua Garnier. Son sourire vacilla. D'autres officiers s'avancèrent. Les radios grésillèrent. Des hommes se déplaçaient avec détermination, menottant les hommes de Christine, fouillant les SUV, documentant tout. Christine restait immobile, comme une pièce d'échec attendant que l'échiquier tourne en sa faveur. La neige piquait le visage de Jean alors qu'il regardait, encore hébété par ce revirement soudain. Valérie lui attrapa le bras, le ramenant à la réalité. « J'ai tout dit au commissaire » dit-elle à bout de souffle. « Sur Sandrine, la recherche, l'avertissement que tu as reçu, tout. » Jean la dévisagea. « Ils t'ont cru ?» Valérie hocha la tête. Assez pour venir en courant. Derrière eux, Christine était confrontée par deux gendarmes. Elle ne résista pas, mais elle n'avait pas l'air vaincue non plus. Son regard dériva lentement, délibérément, vers la porte de la cabane, vers Sandré. Jean se plaça devant sa ligne de mire. « C'est fini » dit-il doucement. Les yeux de Christine brillèrent à travers la tempête, froid et calculateur. « Ce n'est pas terminé, monsieur Dubois. » Avant qu'il ne puisse répondre, les gendarmes s'avancèrent et la prirent par les bras,
la guidant vers un véhicule en attente. Les officiers continuaient de rassembler son équipe, leur silhouette floue dans la neige tourbillonnante. Jean ferma les yeux un instant, laissant le vent passer, laissant la tempête emporter la peur qui s'était accumulée pendant des jours. Il sentit la main de Valérie, stable, sur son bras. Quand il rouvrit les yeux, le chemin à parcourir était encore incertain. Mais pour la première fois, il ne l'affrontait pas seul. À l'intérieur de la cabane, Sandré poussa un doux hennissement. Vivant. En sécurité. Pour l'instant. La tempête passa avec la dignité silencieuse de quelque chose d'ancien accomplissant son devoir. Au matin, la vallée gisait sous une nappe de blanc lisse et intacte, scintillant sous le soleil levant. Le ruisseau de la Solée murmurait sous une fine croûte de glace, et la montagne se tenait en sentinelle au-dessus de tout, calme, inébranlable, comme si le monde n'avait pas failli se déchirer la veille. Jean se tenait devant la cabane de chasse, son souffle s'élevant en bouffées régulières, les mains appuyées sur ses genoux alors qu'il regardait les gendarmes remballer leurs véhicules. Des traces creusaient des sillons profonds dans la neige. Des rangées d'empreintes de bottes, des ornières de pneus, les cicatrices laissées par le conflit. Christine et ses hommes avaient été placés en garde à vue avant l'aube, leur SUV saisi, leurs armes confisquées. Le bureau du commissaire avait promis de contacter les autorités compétentes qui, elles, respectent la loi, comme l'avait dit le commissaire Garnier avec une grimace. Maintenant, la frénésie s'était apaisée. Des officiers cartographiaient la scène, murmurant dans leur radio. La tempête avait tout effacé, sauf sa propre violence. À l'intérieur de la cabane, Sandré se tenait tranquillement, la tête baissée, les oreilles s'agitant à chaque son. Mais il n'avait plus peur maintenant, juste attentif. Jean s'approcha de lui, posant une main contre la courbe chaude de l'encolure de Sandré. « C'est fini » chuchota-t-il. « Au moins cette partie. » Sandré se pencha doucement contre lui, leur souffle se mêlant dans le froid. Jean avait connu des chevaux toute sa vie, mais aucun animal ne lui avait jamais semblé tout à fait comme celui-ci. Si fragile, si puissant, si incroyablement vivant. Quand Valérie arriva, de la neige poudrait ses épaules et ses cheveux. Elle entra lentement dans la cabane, presque avec révérence, ses yeux balayant Sandré du sabot au garrot, comme pour confirmer de ses propres yeux que le battement de cœur miraculeux qu'elle avait entendu la nuit précédente appartenait bien à la créature qui se tenait devant elle. « Il a l'air plus fort » dit-elle doucement. « Il l'est. » Jean lissa la crinière de Sandré. Il s'est reposé. Valérie s'approcha, posant doucement son stéthoscope contre le poitrail de Sandré. Elle ferma les yeux, écoutant. Un lent sourire se dessina sur son visage, petit, stupéfait, incrédule. « C'est stable » murmura-t-elle. « Jean, quoi qu'il se soit régénéré la nuit dernière, ça tient. Son rythme cardiaque est celui d'un cheval de 10 ans plus jeune. » Jean déglutit. Le soulagement mêlé d'admiration. « Alors il va s'en sortir. » Valérie hocha la tête. « Mieux que ça. Il prospère. » Le poids se leva de la poitrine de Jean, un poids qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait. Mais le soulagement fut rapidement tempéré par autre chose. L'incertitude. Un tiraillement en lui qui disait que ce miracle n'était pas à lui de le garder enfermé, loin du monde. Le commissaire entra dans la cabane, son képi sous le bras. « Dubois, dit-il, il faut que je vous parle. » Jean hocha la tête et le suivit dehors. L'air mordait sa peau, mais il le sentait à peine. « On a vérifié les identités de ces gens de la nuit dernière, dit Garnier. Ils sont liés à une société biomédicale privée basée au Texas. Les autorités judiciaires s'en mêlent, les bonnes cette fois. Vont-ils revenir le chercher ? Demanda Jean, la voix basse. Pas si on peut l'éviter. Le regard de Garnier s'adoucit. Vous avez tout fait correctement. Vous avez protégé un animal en danger et vous avez coopéré avec les forces de l'ordre. Personne ne vous le prendra sans une guerre juridique. Et croyez-moi, cette affaire est sous les projecteurs maintenant. Jean expira lentement. Bien. Mais même en le disant, il connaissait la vérité. Les lois n'étaient pas des murs. C'étaient des directives. Et des gens comme Christine opéraient dans les ombres entre ces directives, se glissant dans des failles que le reste du monde ignorait. Il retourna à la cabane et trouva Valérie qui époussetait la neige de ses gants. Leurs regards se croisèrent, pleins de la même compréhension tacite. Ils reviendront, n'est-ce pas ?
demanda-t-il doucement. Peut-être pas elle, dit Valérie. Mais les gens avec le genre de ressources pour qui elle travaille, ils ne renoncent pas simplement à quelque chose comme Sandré. Jean regarda le cheval debout près de la fenêtre, la lumière du soleil attrapant le gris doux de sa robe. Sandré tourna légèrement la tête, comme s'il écoutait, comme s'il sentait la gravité dans leur voix. Il mérite mieux que ça, dit Jean. Mieux que de se cacher. Mieux que d'être chassé. Valérie s'approcha. Jean, il y a autre chose. Elle plongea la main dans son sac et en sortit une lettre, une enveloppe usée et jaunie, scellée il y a longtemps. L'archiviste de l'université a trouvé ça dans la boîte personnelle de Sandrine. C'était adressé à quiconque finirait avec le sujet 7, s'il survivait. Le cœur de Jean fit un bond. Il prit délicatement l'enveloppe, craignant presque qu'elle ne s'effrite entre ses mains. Il brisa le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. L'écriture était élégante, hâtive, mais délibérée. Si vous lisez ceci, c'est qu'il a vécu. C'est que le monde détient encore le miracle pour lequel j'ai tout donné. S'il vous plaît, protégez-le. Non pas parce qu'il est une expérience, mais parce qu'il est la preuve que nous pouvons guérir ce qui a été brisé. Pas pour le profit, pas pour le pouvoir. Pour l'espoir. Quoi qu'il vous dise qu'il est, il est plus que cela. Plus qu'il ne pourrait jamais le comprendre. Plus que même moi ne l'ai compris. Sandrine Moreau. Une seule ligne en bas frappa Jean comme un coup de poing à la poitrine. Emmenez-le quelque part où il pourra être un cheval, pas un secret. Il plia soigneusement la lettre, le souffle tremblant. Je crois. Je crois que je sais ce que nous devons faire, dit-il. Valérie hocha la tête. Le ramener à la maison. Ensemble, ils conduisirent Sandré dans la clairière. Les nuages de la tempête s'étaient complètement dissipés, révélant un ciel baigné de nuances d'or et de bleu pâle. La lumière du soleil dansait sur la neige fraîche, projetant des éclats de lumière à travers la vallée. Sandré leva la tête, ses naseaux se dilatant alors qu'il goûtait l'air vif. Jean passa doucement une main le long de l'encolure du cheval. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. Sandré lui donna un coup d'épaule en guise de réponse. Ils marchèrent lentement à travers les arbres vers le pâturage ouvert, le même pâturage que Sandré avait regardé lors de sa première nuit au domaine, le seul endroit où il avait semblé se détendre, respirer librement. En atteignant la clôture, Jean ouvrit le portail et recula. Sandré s'arrêta, non par peur, mais par compréhension. Il regarda Jean, puis Valérie, puis l'étendue de liberté couverte de neige qui s'étendait devant lui. Il s'avança, un sabot, puis un autre, puis il se mit au trot, lent d'abord, puis plus fluide, puis plus léger, comme s'il se débarrassait des années à chaque foulée. Jean regarda, un gonflement dans sa poitrine qu'il ne pouvait décrire. Les mouvements de Sandré étaient fluides, puissants, chaque pas un témoignage d'un corps renaissant. Finalement, le vieux cheval s'étira en un doux galop, le vent soulevant sa crinière, la neige s'éparpillant sous ses sabots comme des étincelles. Valérie posa une main sur le bras de Jean. « Il est magnifique. »« Il est libre, » chuchota Jean. Sandré fit un tour dans le pâturage, son souffle formant de doux nuages, sa queue flottant derrière lui. Puis il ralentit, se retournant vers Jean avec un regard calme et constant, un regard qui contenait de la gratitude, de la confiance, et quelque chose de plus profond, de muet et d'ancien. Jean sentit la paix s'installer en lui, chaude et silencieuse, comme le soleil après un long hiver. Il avait sauvé Sandré, mais Sandré l'avait sauvé aussi. Plus tard, alors que le soleil plongeait derrière les montagnes, transformant la neige en or, Jean s'appuya sur la clôture et chuchota au vent, « C'est ta maison maintenant. Aussi longtemps que tu le voudras. » Sandré se tenait sous la lumière déclinante, paisible et sans peur. Le miracle vivait. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean se sentait de même.